On poursuit cet après-midi de débat ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ces dialogues pour demain dédiés à la résilience agricole et alimentaire de la ferme à l'assiette avec deux nouvelles tables rondes qui vont s'enchaîner et que j'ai à nouveau le plaisir d'animer dans le cadre du forum Monde Nouveau. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, je suis Julien Deséchos, le directeur de publication de la revue Sans Transition, média engagé qui explore depuis une dizaine d'années les grandes thématiques de la transition, notamment en Occitanie. Et dans l'un des derniers numéros, la fin justifie les moyens que peut-être certains ont pu avoir dans le cadre du partenariat avec le forum Monde Nouveau. À l'entrée, avant d'arriver, ce numéro explore bien sûr cette question de la résilience qu'on va filer ensemble pendant 2 petites heures. Alors comme pour tout à l'heure, des débats, des questions-réponses et puis une facilitation graphique avec Aya qui conclura ces différents temps, qui ponctuera avec moi ces différents échanges. Alors c'est parti, accéléré par la guerre en Ukraine, ça a échappé à personne, la flambée des prix alimentaires a frôlé les 12% d'inflation en 2022, ça se poursuit encore malheureusement en 2023. Cette crise aggrave encore un peu plus la faim dans le monde. 222 millions de personnes dans 53 pays sont passées en situation d'insécurité alimentaire aiguë. Plus près de chez nous, le Conseil national de l'alimentation a rendu un avis récent dans lequel il précise que la lutte contre la précarité mobilisait 700 millions d'euros par an de financement public et ce financement va passer à 1 milliard désormais avec des besoins grandissants, 7 millions de bénéficiaires toujours plus nombreux à frapper aux portes d'une aide alimentaire exsangue, comme nous l'a rappelé le récent appel à l'aide des Restos du Cœur. Dans ce contexte d'urgence, tendre vers la résilience alimentaire, autrement dit notre capacité à produire une alimentation saine, de qualité pour toutes et tous, malgré les risques auxquels nous sommes confrontés. Et ça, c'est un point important dans la notion de résilience. Cette notion est loin d'être acquise dans nos territoires. Changement climatique, crise énergétique, ça a été évoqué précédemment. Raréfaction des ressources sont autant de menaces à prendre en compte. Pour s'engager dans la résilience, une véritable transformation systémique de la filière va devoir s'opérer, notamment grâce à l'agroécologie ou la permaculture. Mais ce changement de paradigme qu'on va aborder avec mes invités ne suffira pas s'il n'est pas accompagné par les pouvoirs publics. Et on a des élus avec nous autour de la table, et ça tombe bien, notamment par le biais de plans alimentaires territoriaux qui amorcent la transition sur les territoires. Et on va en parler aussi avec eux. Tout d'abord, à ma droite, Perrine Bulgheroni, je prononce bien, cofondatrice de la ferme du Bec et Loin, référence française en permaculture basée dans l'Eure, en Normandie. Votre travail, Perrine, sur la ferme apparaît dans de nombreux ouvrages, notamment aussi dans le film Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent. Vous êtes également la co-autrice du livre Vivre avec la terre, édité chez Actes Sud. À vos côtés, Perrine, 2 personnalités politiques. Marie Massard, adjointe au maire de Montpellier, déléguée à la politique alimentaire et à l'agriculture, également présidente du Mine de Montpellier. Bonjour Marie. Votre micro il fonctionne bien ? Allô. Oui. Parfait. Bonjour. Yvon Pelé, vice-président délégué à l'économie agricole et l'aménagement rural. Vous êtes aussi conseiller départemental de l'Hérault. Bonjour Yvon. Et bonjour. Bonjour à tous les trois. Et oui, l'accent, forcément. Donc c'est parti pour le débat. Quel bilan, tout d'abord, Perrine, de la situation sociale et écologique de notre système agricole ? Une photo, là, tout de suite. On en est où ? Vraiment, Vraiment, je vais casser un peu l'ambiance. Cassons l'ambiance, alors. L'état de l'agriculture en France, on va dire en Europe et dans le monde, est assez similaire. On a un panel aujourd'hui avec une grosse agriculture, on va dire industrielle, qui produit beaucoup à l'aide de la technologie, à l'aide de la motorisation, souvent pour l'export. On appelle ça de l'agriculture de rente. Et puis, on a une petite agriculture dite vivrière avec des fermes qui nous produisent des choses locales, de l'alimentation immédiate, on va dire. Et que ce soit pour cette grande agriculture industrielle ou cette petite agriculture vivrière, les choses sont très compliquées, à la fois du fait du dérèglement climatique, à la fois de la crise des vocations agricoles. Vous savez peut-être, on perd 48% de notre population active agricole d'ici à 2030. La moitié des agriculteurs ne seront plus en activité en 2030, imaginez. Et puis, la crise de l'énergie qui frappe de plein fouet l'agriculture, même la petite agriculture qui n'en consomme pas beaucoup, et la crise de l'augmentation du prix des matières premières qui frappe aussi très fortement nos métiers dans lesquels on est toujours sur le fil du rasoir au niveau économique.
Alors dans ce contexte, comment rendre le système plus résilient? Peut-être pouvons-nous explorer avec vous, Perrine, l'exemple Bec et Loin, qui est un exemple parmi d'autres. Vous me l'avez rappelé en préparant cette rencontre, puisque aujourd'hui, ce modèle essaime dans les territoires. Alors rendre le système plus résilient, qu'est-ce que ça signifie, Perrine Rendre le Legueroni? système plus résilient, ça veut dire, on le sait tous depuis longtemps, ça veut dire essayer de produire localement, faire beaucoup moins dépendre la moindre calorie alimentaire d'une calorie énergétique, en l'occurrence d'une calorie de pétrole. Aujourd'hui, quand on voit à la fois les milliers de kilomètres que font les aliments avant d'arriver sur nos tables, ou le gaz russe qu'il faut aller chercher pour créer de l'azote pour venir alimenter les cultures dans nos champs français, tout ça marche sur la tête, c'est une aberration. Donc la relocalisation, c'est une première étape. Et après, il faut se souvenir que ces petites entités locales qui vont produire des aliments sont aussi là pour rendre beaucoup d'autres services. Dans les précédentes sessions, là, on a beaucoup parlé d'eau. Et l'eau, nous, agriculteurs, en sommes à la fois consommateurs, mais aussi garants de la propreté, garants d'un volume suffisant pour assurer la vie sur Terre. Et les services rendus par l'agriculture, cette petite agriculture respectueuse de l'environnement, ils sont énormes et ils vont bien au-delà de simplement produire de la nourriture. Ça crée de l'emploi, ça crée de la dynamique dans les territoires ruraux notamment. Donc il faut appréhender cette petite agriculture de façon très globale et l'encourager. Cette petite agriculture, elle passe complètement au travers des mailles des filets des aides agricoles. Par exemple, la PAC, nous, La politique agricole quand on est commune, bien maraîcher, sûr. on n'en touche pas un centime. Vous voyez. Donc il y a tout un système très figé, très ancien, très lourd, qui a protégé les agriculteurs à un moment donné et qui encore leur permet de vivre, même les agriculteurs sur grande surface. Aujourd'hui, pour vous donner un exemple, nous, en Normandie, l'agriculteur lambda installé sur à peu près 100 hectares, 70% de son revenu est lié au subside de la PAC. C'est-à-dire qu'une personne qui travaille 90, 100 heures par semaine n'a pour fierté de se dire que je n'ai gagné que 30% de mon revenu. Donc c'est un système complètement aberrant. Donc il faut revoir ça complètement. Les chaînes alimentaires, toutes les chaînes logistiques sont à revoir et également. Aujourd'hui, on sait, avec tous les progrès qu'on a fait en agroécologie, on sait produire autrement. On sait qu'il faut planter des arbres, on sait qu'il faut réinstaller des mares, des talus, de la biodiversité, comme le faisaient les anciens. Remettre du vivant. Remettre du vivant, remettre de la diversité, savoir gérer l'eau. Les anciens faisaient ça, mais nous, aujourd'hui, on est riches en plus de ce que la science nous a apporté comme connaissance sur les sols. Tout ce que les anciens avaient comme intuition sur les sols, sur le climat, sur les végétaux, aujourd'hui, nous, on a quand même une lecture scientifique là-dessus. Et ça, au Bec et Loin, c'est quelque chose qui vous a vraiment nourri pour construire cette ferme. Vous avez puisé dans les savoirs ancestraux. On est vraiment sur une agriculture sans pétrole, le moins d'eau possible. Et c'est ces dynamiques qui font qu'on va dans une logique de résilience. C'est bien cela? C'est exactement ça, une résilience à la fois pour le paysan, pour qu'il puisse vivre décemment, parce que vous savez sans doute aussi que c'est très compliqué pour les agriculteurs aujourd'hui de vivre. Il y a quelques années, une étude avait été faite aussi en Normandie, mais malheureusement la moyenne nationale n'est pas beaucoup plus élevée. Le revenu moyen d'un agriculteur, est-ce que vous le connaissez? Allez, 800 euros. 800 euros. Alors, c'est un peu biaisé parce que quand on est sur une exploitation agricole, on peut faire passer l'assurance qui va couvrir aussi le domicile. Enfin, voilà, on peut faire passer certaines charges, mais 800 euros, qui vit avec 800 euros aujourd'hui? Et ces personnes qui nous nourrissent, aujourd'hui, sont quasiment les plus mal considérées par la société. Donc, une société qui n'apprécie pas les gens qui la nourrissent. Et ça questionne sur la considération qu'on donne effectivement à nos agriculteurs. Je vais passer la parole tout de suite à Marie Massard, adjointe au maire de Montpellier, et puis à Yvon aussi Pelé, vice-président délégué à l'économie agricole et l'aménagement rural. Votre réaction déjà à ce que vous venez d'entendre et puis concrètement sur vos territoires, comment vous essayez à votre échelle, même si on a bien vu qu'il y avait la PAC, la politique agricole commune, qui était quand même un élément clé sur lequel, a priori, vous n'avez pas la main, mais vous avez d'autres outils que vous allez peut-être pouvoir nous présenter, et après on les questionnera, bien sûr, avec Perrine. C'est ça, effectivement, le diagnostic est très dur, ça a été dit, donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais à la fois les impacts, à la fois environnementaux, de santé aussi, parce que les intrants, les pesticides, ça se retrouve, ça va dans l'eau, mais ça va aussi dans nos corps. La précarité des agriculteurs, effectivement, il y a un quart des agriculteurs qui est sous le seuil de pauvreté. Donc nous, niveau action, il y a deux manières d'agir. Il y a la politique de l'offre, on va dire plutôt le volet agricole, et la politique de la demande, donc plutôt le côté alimentaire et faire évoluer les comportements alimentaires. Donc nous, on agit sur les deux.
Sur l'offre, c'est vrai que c'est plus difficile parce que ça a été dit, on est beaucoup dépendant quand même des lois nationales et surtout européennes avec la PAC qui ne favorise pas du tout les petites exploitations agricoles puisque les aides sont faites sur des questions de taille. Donc c'est très compliqué. Après, il y a quand même, mais je laisserai peut-être Yvon parler là-dessus, sur ce que fait la métropole pour aider les agriculteurs. Peut-être juste un mot sur le mine en tant que présidente. Donc le mine, c'est le marché de gros, hein. On essaye d'agir aussi pour aider les producteurs. On a un carreau des producteurs qu'on essaye vraiment d'aider tant bien que mal parce que eux, ils sont en difficulté pour toutes les raisons qu'on a dit, mais aussi de manière très conjoncturelle parce que les gens achètent de moins en moins de fruits et légumes à cause de l'inflation. Donc on essaye de les aider et on essaye de faire en sorte que tous les opérateurs, les entreprises qui s'installent sur le mine, on les pousse à acheter auprès du carreau des producteurs les productions locales. J'ai juste une réaction et je vous donne tout de suite la parole, Yvon, pour compléter. Mais sur ce que vous venez de dire, ce qui m'a... ils achètent de moins en moins de fruits et légumes, les gens, parce que ça coûte de plus en plus cher. Oui. Pourtant, ils achètent encore de la viande. Et des iPhones. Et des iPhones. Ça, c'est entre parenthèses. Mais là, ça part de là, peut-être. Ouais. Alors, la viande, de moins en moins. Alors, je dirais un mot tout à l'heure sur la politique, donc plutôt de la demande. Même si on parlera de ça. Il faut savoir qu'il y a aujourd'hui 60% des personnes qui pourraient acheter bio qui ne le font pas. Donc, il y a des gens qui ont les moyens et qui ne font pas cet effort-là, entre guillemets. Après, il y a des gens qui n'ont pas les moyens. Donc, c'est vrai qu'à ces gens-là, on ne peut pas leur dire qu'il faut absolument acheter du bio. Mais on a d'autres réponses pour ça aussi. Donc, peut-être j'en parlerai tout à l'heure. Mais c'est effectivement, il faut pousser les gens à faire évoluer le comportement alimentaire pour pouvoir répondre à ces enjeux-là. Je peux faire une petite incise sur les moyens ? Oui, dès qu'ils vont à compléter. On vous écoute, Yvon. Et avec deux dames, je n'ai pas la priorité. La courtoisie. Non, moi, je veux bien rebondir sur les propos de Perrine, ce qu'elle disait tout à l'heure, sur en quelque part, cette stigmatisation qu'on a de nos agriculteurs. Il faut savoir, et je parle malheureusement, je suis avec deux jeunes dames, je suis un peu plus âgé, il faut savoir les efforts énormes, colossaux qu'ont fait nos agriculteurs depuis les années que j'ai connues, bien sûr les années 70-80. Hein. Moi, je veux dire, je ne suis pas agriculteur, hein, je vous tire le chapeau parce que j'aimerais que dans cet agribashing qui est un petit peu que l'on entend par-ci par-là, souvent par-là, même plutôt que par-ci, hein, je voudrais le dire, ces efforts colossaux, parce qu'aujourd'hui, l'agriculture d'aujourd'hui, c'est pas l'agriculture des années 70-80. Et aujourd'hui, quand j'entends Perrine qui nous dit que heureusement qu'il y a les aides de la PAC, etc. Ce que veulent nos agriculteurs, nos jeunes, ce que veulent nos agriculteurs en général, c'est ils ne veulent pas vivre de subventions. Ils veulent vivre du produit de leur exploitation. Et ça, je crois que il faut qu'on soit vigilant là-dessus. Alors, tu parlais tout à l'heure des fruits et légumes qu'on consomme un peu moins, mais qu'est-ce qu'on voit sur nos marchés ? On voit des fruits qui arrivent d'Espagne, on voit des fruits qui arrivent du Maroc, alors qu'on a d'excellents fruits qui sont produits chez nous. Hein, je crois que il faut jouer et il faudrait que nos politiques au niveau sur les intermédiaires du marché, sur ces intermédiaires, parce que moi ça me fait mal au ventre quand j'entends, comme vous tous des fois à la télévision, dire le prix des pêches, le prix des pommes, le prix du lait flambe dans la grande distribution et le producteur. Alors, où passe cette différence entre le producteur qui n'arrive pas à vivre de son exploitation en travaillant, comme tu disais tout à l'heure, 80 heures par semaine ou 90 heures, parce que dans des exploitations, on travaille surtout dans l'élevage en permanence, et ce prix élevé à la distribution. C'est quand même ça, c'est quelque chose sur lequel, alors on nous fait des beaux raisonnements, on prend de grandes dispositions au niveau étatique, etc., et les intermédiaires sont toujours là, et c'est eux qui plombent le marché. Perrine, par rapport à ce qui vient d'être dit, vous partagez le constat ? Oui, mais rien n'est simple, malheureusement, parce qu'on parle beaucoup des intermédiaires, mais regardez, à un moment donné, on a vu émerger beaucoup de magasins de producteurs, notamment dans le sud de la France, que moi j'appelle le grand sud de la France. Pour vous, moi je suis sans doute le grand nord, mais dans le grand sud, on a vu émerger beaucoup de magasins de producteurs, et je me suis dit, ah, ça c'est génial, ça c'est la solution, parce que ça résout notre problème le plus important de nous producteurs, et notre problème le plus important, c'est pas de savoir produire. Produire, on sait, en dépit du dérèglement climatique, c'est de plus en plus compliqué, c'est de plus en plus piégé, mais on sait produire. Mais ce qu'on a beaucoup plus de difficultés à faire, c'est commercialiser et assurer cette logistique. Je me suis dit, ces magasins de producteurs, alléluia, c'est l'aubaine, c'est comme ça que ça va fonctionner. Et au final, on les voit autant fermés que les magasins bio.
Et là où il y a une erreur, et là où il y a peut-être eu une corruption, entre guillemets, du média dans la vision qu'ils ont donnée aux gens de ce qu'était l'agriculture bio, etc., c'est qu'on nous dit, mais les produits sont plus chers. Alors, c'est pas vrai. Moi, il y a 2 jours, j'étais en Normandie avec la filière pain issu de farine de blé population. Les blés population, c'est vraiment les blés de la base, c'est même pas les blés anciens, c'est vraiment les blés qu'on avait au tout début. Et donc il y a des jeunes agriculteurs qui refont ces blés-là pour faire des pains nutritionnellement de qualité. Et ils me disaient, moi, un pain de 1 kg, un pain ancien au levain, c'est 5 € le kilo. La baguette, elle est à combien? Et ça fait combien de grammes une baguette? Un 20, une baguette de quelques grammes, eh ben on est exactement au même niveau. Et eux disaient, nous, on a cette capacité parce que dans nos approches agroécologiques, on n'est pas trop dépendant finalement des énergies. Donc, on n'est pas en train d'augmenter les prix en flèche. Et au final, tous les produits bio, locaux, la plupart du temps, ils ont des prix très stables par rapport à l'inflation, tandis que quand vous allez en supermarché, on voit tout grimper. Et les gens pensent encore qu'il faut aller en supermarché parce que c'est là que c'est le moins cher. Donc là-dessus, je pense que à la fois au niveau de la communication, et là tout le monde est concerné, que ce soit les médias ou les réseaux sociaux, mais aussi au niveau des institutions, il y a quelque chose à faire pour informer les gens et peut-être nous aider, agriculteurs, à assurer cette logistique et cette commercialisation. Regardez l'histoire du bio dans les cantines ou du local dans les cantines. C'est un serpent de mer. Ça fait 20 ans. Moi, j'ai créé la ferme il y a 18 ans. Ça fait 20 ans qu'on entend parler de cette histoire de on va mettre du bio et du local dans toutes les cantines. Eh bien, on n'a pas réussi. Même pas 20%. On avait ça comme objectif, 20%. On n'a pas réussi pour tout un tas de raisons. Mais là, les pouvoirs publics ont la possibilité d'appuyer. Alors, et justement, est-ce que vous appuyez dans ce sens? Comment localement vous travaillez à cette dynamique? Tout à fait. C'est vraiment des filières qu'il faut construire. Et je rejoins tout à fait. C'est vrai que ce prix, c'est terrible de se dire le bio a mauvaise presse aussi parce que c'est considéré comme quelque chose de bobo, etc. Enfin, voilà, ça peut être aussi mal perçu, mais effectivement, parfois, ça peut être moins cher si on calcule vraiment. Sur les cantines, je vous rejoins tout à fait. Aujourd'hui, la moyenne en France, c'est 6%. Alors que la loi, c'est 20%. À Montpellier, on est à 40%. Mais en réalité, de manière nationale, ça n'a pas fonctionné. Mais il y a un vrai levier là de l'achat public, des gros acheteurs publics, que ce soit la restauration scolaire, l'hôpital, le Crous. Donc on est en train de travailler avec eux, avec le mine, je vais dire le marché-gare, parce que c'est plus connu le marché-gare que le mine. On est en train de travailler avec eux pour pouvoir faire un véritable levier pour les agriculteurs et les acheter au juste prix aussi. L'idée, c'est pas de tirer toujours les prix vers le bas. Et c'est vrai qu'on voit toujours de la publicité, la vie pas chère, etc. Mais en fait, c'est pas normal. Enfin, on doit acheter les produits au juste prix. Donc ces actions de sensibilisation, elles sont nécessaires. Et du coup, l'exemple que je vais donner, c'est à l'école, parce que je pense que là, on peut avoir un levier fort de sensibilisation. Et puis la transformation, elle part de là. La transformation du système, c'est d'abord les plus jeunes qui vont ensuite pouvoir basculer le système, sauf si on a une vision plus radicale des choses. C'est peut-être pas la vôtre. Ce qu'on essaye de faire, c'est de faire passer les messages par des actions pédagogiques, mais ludiques, par des spectacles, par exemple le spectacle Brocoli, mettre des potagers dans les écoles. Un de nos projets emblématiques, c'est un camion cuisine pédagogique itinérant qui irait dans les écoles pour faire des cours de cuisine. Donc on pense que si les enfants ont les mains dans la terre et dans la cuisine, peut-être qu'ils seront plus sensibilisés à ça. Et l'idée, c'est que ça devienne des automatismes. Aujourd'hui, on a tellement de produits qu'on achète de tout le temps, on a accès à tout le temps. Mais il faudrait que ce soit automatique d'acheter des produits de saison, des produits locaux. Ça devrait être tout aussi automatique que de ne plus fumer dans un espace public ou de ne plus jeter un papier par terre. Alors comment on fait pour rendre automatique quelque chose qui ne l'est pas? On continue de pousser en local, même si on n'a pas toutes les clés, puisqu'on a bien compris que ça se joue en Europe, au niveau national. Est-ce qu'il faut 1000 communes qui basculent pour que derrière ça bascule plus largement? C'est quoi la méthode pour créer une transformation qui fonctionnerait? Je vais vous citer un exemple. Je suis maire d'un village de 2000 habitants, pas loin d'ici. On était en restauration collective, donc avec liaison froide. On relève le challenge, on en parlait avec Marie tout à l'heure. Donc, on crée un restaurant donc avec la fabrication des repas sur place. On a travaillé avec nos archis pour que les cuisines soient grandement ouvertes vers les gamins, que quand les gamins vont arriver, donc leur expliquer, voir comment on cuisine, parce que vous l'avez bien dit et on le sait tous, ça passe par les gamins. Hein. C'est comme les déchets, c'est comme tout, hein, ça passe par les gamins. Donc ça, c'est important. Je crois que c'est un challenge parce que un repas, parce que vous savez, on parle des fois aussi dans les cantines du bio, mais moi je dis du bio, mais du local, du bio français.
Parce que du bio qui arrive du Brésil, des poulets bio, comme à une époque on entendait parler, qui arrivent du Brésil, excusez-moi, j'ai rien contre les Brésiliennes, au contraire, je les aime au foot surtout. Mais bon, je mets en doute ce côté bio. Hein, non, moi le bio, il faut qu'on parle bio et agriculture raisonnée, parce que bon, les deux doivent aller de pair. Hein, je ne suis pas sûr que tout le monde partage cette vision sur la table, mais ce serait la labellisation HVE, haute valeur environnementale, etc., etc. Donc ouais, je crois là, c'est encore moins, je pense. Hein. Attendez, on va leur laisser la parole. Peut-être, mais on n'est pas là pour être. C'est vous qui y allez. Hein. Même si elles sont charmantes, on n'est pas là pour être tous d'accord et dire la même chose. On va leur laisser la parole alors. Un débat, c'est discuté. Non, mais je veux dire, bon voilà, ça commence par ça, quoi. Ça commence par les gamins. Et aujourd'hui, je le dis à Périne, le département de l'Hérault, dans les cantines du département de l'Hérault, donc c'est 60% de nourriture, d'alimentation bio et agriculture raisonnée. Excusez-moi, je répète raisonnée. La loi, c'est bio, local, qualité, hein, je crois. Voilà, ben, c'est ça. Il y a des critères durables avec AOP, HVE, voilà, bio, IGP. Mais dont 20% de bio quand même. Dont 20% de bio, c'est important de le rappeler quand même. Alors, juste on une est réaction. bien en phase avec la métropole, puisqu'on travaille, nos deux patrons travaillent main dans la main. Une réaction sur ce que vous venez d'entendre, peut-être, juste très brièvement. Vous êtes d'accord avec ce qui a été dit ? Alors moi, j'aurais pas tendance à défendre l'agriculture raisonnée à HVE, parce que ça n'a pas du tout les mêmes contraintes que l'agriculture bio, où on a quand même beaucoup plus de garanties, même si on sait qu'il peut y avoir des producteurs qui font beaucoup d'efforts, c'est pas forcément un souci. Mais ça n'a pas du tout la même contrainte et donc la même garantie de durabilité pour les sols, pour les intrants, pour la biodiversité. Donc moi, j'ai tendance à mettre en avant le label bio et pas le label HVE ou raisonné. Et une petite et le revenu de l'agriculteur. Parce que le revenu de l'agriculteur, donc certaines fois, donc il y a des années notamment, alors là je parle du vin, hein, c'est pas un gros mot, au contraire, le vin on en est fier ici. Ça tombe bien, je vous interromps un tout petit instant, on a une vidéo avec un vigneron justement, vous voilà. Connaissez bien, hein, je crois que c'est, vous me l'avez dit tout à l'heure, en préambule, on va écouter Gérard Bertrand en vidéo. J'ai toujours été convaincu que pour élaborer des grands vins, il fallait travailler en harmonie avec la nature. En 2002, en lisant le cours aux agriculteurs de Rudolf Steiner, ça a été une évidence pour moi. Et aujourd'hui, en 18 ans, nous avons converti 850 hectares. Comme dit Gérard, c'est des vins qui ont un goût de quelque part et pas le goût de quelque chose. Les grands vins, c'est vraiment l'expression d'un terroir. Et notre travail, ça va être vraiment de venir révéler ce terroir. On a emporté l'adhésion de vignerons pour soutenir et favoriser l'élan de l'agriculture biologique dans toute notre région. On a un milieu et un environnement propice à l'agriculture biologique. Le plus important, c'est l'aventure humaine qui engendre l'excellence qualitative et qui permettra de ressentir l'âme et l'esprit de ces magnifiques terroirs du sud de la France. Alors je vous laisse poursuivre, Yvan, sur ce que vous disiez en réaction peut-être à cette vidéo. Vous le connaissez bien, ce viticulteur qui est en biodynamie et donc qui travaille sur les principes plutôt de l'agriculture biologique quand même. Tout à fait, Gérard Bertrand est à la tête d'une très belle exploitation, d'un très beau groupe. Mais nous travaillons au département de l'Hérault. Aujourd'hui, nous travaillons sur la confusion contre la flavescence dorée, par exemple, la confusion sexuelle pour minimiser les intrants, donc sur le traitement des vignes, sur le cryptoblabès aussi. Ce sont des bestioles, passez-moi l'expression, qui viennent manger le raisin, donc qui viennent polluer la grappe. Donc nous travaillons sur toutes ces choses-là. Nous, aujourd'hui, pour la confusion sexuelle, nous avions attaqué confusion sexuelle, c'est mettre donc contre la flavescence dorée, c'est une maladie de la vigne. Donc on met des insectes qui viennent perturber donc lutte biologique. Voilà, donc c'est la lutte biologique. Aujourd'hui, le département de l'Hérault, on est parti en 2013-14 à 200 hectares. Aujourd'hui, il y a un tiers du vignoble du département de l'Hérault, c'est-à-dire 25 000 hectares qui sont traités de cette façon-là. Donc sur d'autres, donc toutes donc ces vous agissez sur cette toutes ces choses-là, nous travaillons en partenariat et nous travaillons sur ces choses-là. Nous travaillons sur le travail des sols. Hein. Donc aujourd'hui, le travail des sols, donc on travaille en partenariat avec les composantes du monde viticole, puisque ici on est quand même dans un département très viticole. Donc sur toutes ces choses-là, sur une irrigation modérée et raisonnée.
donc sur les réseaux. Donc c'est un travail partenarial qui est important. On a compris votre démarche. Peut-être une réaction également, Marie Massard, sur cette vidéo et la dynamique biologique qui est portée par le vigneron. Et j'élargis quand même ma question à la notion de souveraineté alimentaire, qui est, me semble-t-il, au cœur du sujet également, dans un territoire où il y a énormément de vignes. Alors peut-être faut-il diversifier aussi demain, avoir davantage de pluriculture. On parle de transformation du système, c'est notre sujet aujourd'hui. La monoculture, c'était bien dans les années 50, ça a répondu à une problématique du moment. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Vous regrettez qu'il y ait des légumes marocains ou des légumes d'autres pays que la France sur certains marchés. Peut-être faut-il aussi, ne faut-il pas, revoir complètement notre manière de voir le système. Tout à fait. Alors pour réagir à la vidéo, évidemment, c'est un travail exemplaire. Et juste pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, attention, je ne veux pas qu'on croie que je critique ceux qui ne sont pas en bio. Enfin, je veux dire évidemment que les agriculteurs, ils sont en difficulté, qu'il faut les soutenir et qu'ils n'ont pas forcément le choix et que c'est compliqué. Mais ce que je voulais dire, c'est que nous, en tant que pouvoir public, en tant qu'acheteurs publics, si nous, on ne fait pas cet effort, qui peut le faire? Donc c'est plutôt pour aider aussi les filières bio qui en ont vraiment besoin, particulièrement en ce moment. Après, pour revenir sur la souveraineté alimentaire, évidemment, le département de l'Hérault, beaucoup de vignes, mais l'autonomie alimentaire, telle qu'on pourrait l'entendre avec une grande proximité, il faut qu'on aille vers là, mais elle n'est pas vraiment possible. En fait, des calculs ont été faits. Il nous faudrait la totalité du département de l'Hérault juste pour nourrir la métropole. Donc, de toute façon, il n'est pas question de raser toutes les vignes. Mais ça, c'est important de le rappeler parce qu'il y a quand même cette idée, on pourrait être autonome en alimentation. C'est pas simple. C'est absolument même pas possible. De toute façon, il faut qu'on aille un peu plus loin. Donc, nous, on a tendance à regarder quand même. Alors, la définition de local, il y a plein de définitions du local, mais on a tendance. Ça dépend des produits, en fait. Par exemple, la tomate, la viande, on va pas avoir la même définition du local. La volaille, nous, à Restauration Scolaire, on va être obligé de la prendre très loin parce que les élevages de volaille aussi, quand il fait chaud, c'est aussi plus compliqué. Donc, selon le produit et la souveraineté alimentaire, effectivement, vers laquelle on essaye de tendre, c'est vraiment notre capacité à avoir la maîtrise de notre alimentation. Et c'est ça, c'est évidemment le plus local possible, mais c'est aussi pouvoir travailler avec des territoires et avoir cette possibilité en coopération, de construire des filières. Voire en solidarité, peut-être même. Tout à fait, oui. Et de voir ce dont on a besoin. Par exemple, là, on est en train de travailler au niveau de la métropole sur un projet qui s'appelle FIBANI, c'est les produits à bas niveau d'impact, dont tout ce qui est légumineuse, qui nécessite pas beaucoup d'eau. Donc on essaye aussi d'aider les agriculteurs à pouvoir transformer, aller vers ça, mais tout ça, ce sera long, ça va pas pouvoir se faire du jour au lendemain. Bien sûr. Perrine Bulgaroni, une réaction sur ce qui vient d'être dit, sur ces actions concrètes qui essaient d'être menées sur le territoire ici? Moi, j'aime bien le travail de Gérard Bertrand. Depuis des années, il a été pionnier, un petit peu comme nous, au bec et loin, et il met en avant un savoir-faire et une approche très holistique, finalement, de l'agriculture qui nous fait sortir des dogmes. Parce que c'est bien beau de dire le bio, le machin, le truc. Alors, le bio, pour ça que moi, j'ai été toujours agricultrice bio, on a un cahier des charges, c'est clair. Au moins, ce qu'on fait, le client le sait. Donc, HVE, tout ça, il n'y a pas de cahier des charges. Mais ce qui met tout le monde d'accord, c'est cette approche globale. On l'a dit, l'agriculture, c'est fait pour nourrir les humains, c'est fait pour protéger la ressource en eau, c'est fait pour protéger les sols, pour s'assurer que la biodiversité ne va pas continuer à s'effondrer et faire en sorte que l'être humain ait des chances de survivre sur cette planète dans les décennies à venir. Et donc, si on approche de façon globale, avec beaucoup de bon sens, l'agriculture, et qu'on cultive nos espaces de production alimentaire comme on le ferait dans la nature, c'est-à-dire qu'on couvre les sols, on retient l'eau en plantant des arbres, on crée des retenues pour l'eau, donc des mares, des talus, des haies, on attire la biodiversité. Si on se met tous d'accord sur cette approche-là, qui n'est que du bon sens, c'est ce que faisaient nos arrière-grands-parents, eh bien, on pourra sortir de ces dogmes et tout le monde pourra produire correctement, et peut-être qu'à un moment donné, on aura une certaine uniformité dans les produits, on ne parlera plus du prix de machin qui est plus élevé que le prix de l'autre. On fera une vraie différence entre l'agriculture qui nous nourrit et celle qui, comme chez moi en Normandie, typiquement le colza, sert à faire du bioéthanol ou des choses comme ça. Là, il y a des vraies questions à se poser. Mais sur le savoir-faire et le bon sens, l'intelligence de la nature, on peut mettre tout le monde d'accord. La nature était là avant nous et elle sait faire. Peut-être un point sur les plans alimentaires territoriaux, parce qu'on essaie de parler des solutions concrètes pour transformer le système. Là, ça a le mérite de démarrer, ça a le mérite d'exister, ça met tout le monde autour de la table. Où est-ce qu'on en est ici sur le territoire, sur les PAT, comme on dit, ces plans alimentaires territoriaux? Marie Massard et Yvon Pellet.
Alors, je ne vais pas vous détailler toutes les actions que mettent en œuvre la métropole et la ville, mais comme je vous disais, voilà, l'idée c'est d'agir aussi sur la demande, donc faire évoluer les comportements alimentaires et surtout essayer de faire en sorte qu'il y ait un accès à des produits de qualité choisis au plus grand nombre. Donc, je vais peut-être vous donner un exemple d'un projet qui est particulièrement innovant et qui se fait sur Montpellier, qui est la caisse alimentaire commune. Alors, il va être détaillé après. Ce projet. Mais vous pouvez quand même donner un mot très rapide puisque vous avez commencé. Voilà, c'est un projet qui est inspiré du principe de sécurité sociale de l'alimentation et qui vise à rendre accessible en donnant 100 € par mois à des personnes qui participent à ça et qui cotisent à hauteur de leurs moyens entre 1 € et 150 € pour le dépenser dans des circuits conventionnés par un comité citoyen. Donc ça permet aussi de travailler avec des agriculteurs, d'aller soit vers des agriculteurs qui ont une démarche résiliente ou des magasins et de pouvoir comme ça tirer l'offre vers quelque chose de qualitatif. Donc voilà, ça c'est un exemple que je donne. Et sur le mine peut-être avec les entreprises. Sur le mine, alors l'idée, peut-être dire un mot aussi du pôle de transformation, parce que là, c'est aussi quelque chose d'innovant qui se fait sur le territoire. Et ce qu'on va créer aussi, c'est un espace partagé de transformation alimentaire, pour que des entreprises puissent tester de la transformation alimentaire. Et donc ça n'existe pas à Montpellier, où ça existe très peu, ça existe à Florac. Mais l'idée, c'est aussi de garder les produits sur le territoire et qu'ils ne fassent pas des allers-retours, parce que parfois, on peut produire un produit ici, donc les circuits, qui se transforme très loin, le revendre ici, donc raccourcir les circuits et travailler sur l'intégralité du circuit, du producteur, transformateur, consommateur. Donc c'est vraiment ce lien-là qu'on fait, le travail avec le mine, la mairie, la métropole, pour pouvoir avoir tout ce circuit qui arrive jusqu'à dans l'assiette, qui est très complexe. Un circuit très complexe, on l'a compris. Et peut-être Perrine, par rapport à ces actions sur le territoire, une réaction aussi. Oui, je pense qu'elles sont importantes parce qu'il y a une association qui travaille très bien qui s'appelle... comment s'appelle ça, cette appellation lyonnaise que je voulais citer? Pas grave, ça va revenir. Mais en tout cas, cette association dit que suite à tout un tas d'études sur le territoire français, chaque département exporte 90% de la nourriture qu'il produit. Peut-être pour que, effectivement, les biens aillent dans une usine d'agroalimentaire dans le département d'à côté. Mais on a tellement rendu des filières complexes et travaillant sans dessus-dessous qu'on ne sait plus garder nos productions sur nos territoires pour éviter de dépenser un maximum de pétrole et aller les exporter à droite à gauche. Donc ça, relocaliser la transformation et donc la restauration en circuit court, c'est hyper important et c'est clairement pour moi du devoir, entre guillemets, des instances publiques. Et sur la question justement de l'accessibilité, parce qu'on a vu le point qui était évoqué tout à l'heure, permettre aux agriculteurs de vivre dignement, et donc ça veut dire les payer leurs produits plus chers. Ça ne va pas très bien avec lutter contre l'inflation. Par contre, donc, dans le contexte actuel, donc là, comment, et peut-être l'action qui est menée sur le territoire de la caisse commune, qui a été évoquée, parmi d'autres, il y a des actions qui peuvent être utiles dans cette notion d'accessibilité. Là-dessus, est-ce que ça va dans le bon sens pour vous, Perrine? Oui, ça va dans le bon sens, toutes ces histoires de sécurité sociale de l'alimentation. Moi, j'avais été sollicitée il y a quelques années pour la toute première qui s'est créée dans la Drôme. Ils m'avaient demandé mon avis. Je vous avoue que la première fois, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc, quoi? Et finalement, l'idée est très intéressante. Et moi, je milite depuis des années pour que l'agriculture soit un service public. Pourquoi est-ce que l'éducation est un service public, la santé est un service public, aussi malmené soit ces deux-là, hein. Mais pourquoi nous, agriculteurs, alors qu'on nourrit la société, on doit ramer, si vous me permettez l'expression, pour gagner notre vie? Donc tout ça, moi, j'adhère complètement. Et je pense que il y a beaucoup d'autres mesures qui doivent être prises pour qu'on puisse gagner notre vie. La réalité, c'est qu'on ne pourra pas augmenter les prix de nos productions ad vitam aeternam, mais d'ailleurs on le fait finalement assez peu, sont vraiment les distributeurs qui augmentent les prix, c'est pas nous, hein, parce que le bénéfice ne nous revient pas. Donc moi, ma conclusion, c'est que on n'augmentera pas le fruit de notre travail. Ce qu'il faut absolument qu'on fasse en agriculture, c'est baisser nos charges au maximum. Baisser nos charges, c'est utiliser le moins d'énergie, utiliser le moins de produits chimiques de synthèse pour aller les épandre dans nos champs, travailler de la façon la plus naturelle possible et surtout mutualiser. Parce que tout seul, on est trop faible. Là encore, désolé de ce constat très triste, mais vous le savez peut-être, en France, en 2023,
on a un suicide d'agriculteurs tous les 2 jours. Je ne vous parle pas de petits paysans indiens, hein, je vous parle de la France, parce qu'on est dans des métiers où on se meurt de solitude, on se meurt d'ensevelissement sous un endettement qui a été généré par un système qui, là encore, marche sur la tête. Et la seule façon pour nous de vivre décemment de ce métier, qui est une passion, hein, il faut être très clair, c'est de faire baisser les coûts. Et on fait baisser les coûts comment ? En mutualisant, en s'associant entre producteurs, en ayant des séances de collaboration main dans la main véritablement avec les institutions, tous les autres partenaires du territoire. Pour moi, une ferme, ça devrait être un cœur de vie économique d'un territoire. Or, aujourd'hui, regardez toutes nos fermes, elles sont cachées, elles sont loin. On ne les voit pas, les gens ne connaissent pas les fermes. Donc vous parliez tout à l'heure de l'agribashing. Pour moi, l'agribashing, c'est presque une excuse. La plupart des Français adorent leurs agriculteurs. Et je ne parle pas que des paysans, aussi les agriculteurs. Mais ils ne les connaissent pas. Et il y a un espèce de gap sociétal énorme entre la société civile et les agriculteurs. Donc c'est facile d'aller raconter ou demander tout un tas de choses aux agriculteurs dès lors qu'on ne sait pas de quoi est fait leur quotidien, on ne sait pas comment ils travaillent, on ne sait pas à quoi ils sont confrontés et on ne sait tellement pas d'où viennent les productions qu'on mange qu'on les gâche, on les gaspille à foison, comme la ressource en eau par exemple. Peut-être juste un dernier point pour terminer cette rencontre. Je voudrais revenir un instant sur la PAC, parce que là-dessus on a bien compris qu'on avait moins la main. Comment on fait finalement? On attend les prochaines élections présidentielles peut-être, en espérant que ça bouge au niveau européen. Marie Massart, comment on fait pour faire bouger la PAC? Il y a des élus quand même ici en région qui ont essayé avec force. Vous savez, ici on a notamment un président des chambres d'agriculture, Jérôme Despé, qui bouge là-dessus. Mais la PAC c'est très complexe. Et puis ce qu'il y a, c'est que la PAC au niveau européen, et le mal français, c'est qu'il y a un niveau européen, on en met une couche de plus. Hein, et je parle sous le contrôle de certains... On est un peu obligé, l'Europe nous demande aussi. De certains agriculteurs qui vous disent mais quand je reçois mes documents pour remplir la PAC, je passe plus de temps à remplir ces documents-là que d'aller travailler dans mon exploitation. Hein. Donc c'est quand même, je crois que bon... Ok sur le constat, mais alors, ça ne la transforme pas, ça. Moi, je dirais qu'il y a 2 manières d'agir. Il y a le lobbying qu'on peut faire, nous, en tant qu'élus locaux ou qu'acteurs locaux qu'on fait, hein, que ce soit au niveau national ou européen. Bon, après, il y a les élections, ça, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, on peut pousser à ça. On a aussi des organisations d'élus comme France Urbaine, l'Association des maires de France. Enfin, voilà, il y a un certain nombre aussi de groupements où on peut aller là-bas et faire des plaidoyers, des tribunes, enfin essayer de faire monter ça. Et après, il y a les leviers qu'on a avec nos compétences. Alors, c'est vrai qu'une ville a beaucoup de compétences et peut se saisir de n'importe quelle compétence, comme la compétence alimentaire, même si ça n'en est pas réellement une. Comme je disais, il y a le levier de l'achat public qui est quand même fort. Et il y a toutes les actions qu'on peut faire au niveau local, des expérimentations innovantes comme on fait avec nos partenaires associatifs. Et il y a quand même des leviers. Mais c'est vrai que la problématique forte du revenu des agriculteurs, je crois qu'elle ne pourra pas totalement être résolue s'il n'y a pas un levier au niveau européen qui suive. Hein. Alors, il ne faut pas trop se réfugier derrière le niveau européen. Il ne faut pas oublier que nos conseils régionaux, depuis 2015, sont les gestionnaires des fonds PAC qui arrivent en France. Donc, Bruxelles, pour vous donner une idée approximative, prend les décisions, prend les grandes décisions sur les cadrages, vers quoi on flèche les subsides de la PAC. La France reçoit. Elle divise entre chaque région telle enveloppe, et chaque région est quand même décisionnaire d'appliquer les directives de Bruxelles en les orientant et en mettant en plus son budget régional agricole dans la mise. Donc on a la possibilité d'agir au niveau politique local. L'échelle régionale est une super échelle parce qu'on a de la capacité et puis du budget. Donc on peut y aller. Et ça, c'est à nous, à vous de le demander parce que politiquement, c'est faisable aujourd'hui d'orienter ces installations agricoles ou ces transitions agricoles vers du plus environnementalement acceptable. Merci à tous les 3 pour ces échanges. Je crois qu'on peut les applaudir. C'est le temps des questions, comme pour les autres temps précédents. Voilà, on lève la main. Peut-être monsieur, tout de suite, ici, votre prénom et la commune dont vous êtes. Charles Montpellier, pour la Cagette de Montpellier. Bonjour. Une petite remarque sur un certain nombre de choses. Je ne sais pas si tout le monde ici a vu Complément d'enquête qui a été diffusé cette semaine
sur Michel-Édouard Leclerc et le système Leclerc. Je voulais parler donc du travail sur les imaginaires et sur la manipulation permanente. Alors ça fait des décennies que Michel-Édouard Leclerc manipule la population en travaillant à expliquer que une alimentation pas chère, c'est un objectif et c'est le combat de sa vie. Si vous allez voir un complément d'enquête en replay, vous verrez ce qu'il en est. Je pense que là, il y a peut-être un levier et un travail des pouvoirs publics justement sur cette question de la communication sur l'alimentation pour contrer, parce que on a en face une grande distribution qui a des moyens colossaux. C'est un gros ennemi de notre santé et du fonctionnement de la distribution alimentaire. Si on veut la réformer, il faut travailler aussi sur cette question-là. Je pense que c'est un levier sur lequel on peut faire pas mal de choses. Merci pour cette question. Donc la cagette, supermarché coopératif, c'est bien cela ? Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Nous, on est des microbes. Pour court-circuiter la grande distribution, peut-être demain. En tout cas, une réaction sur complément d'enquête par rapport au système Leclerc qui est évoqué notamment. Enfin, je crois que la question surtout, c'est faut-il laisser autant de pouvoir à la grande distribution dans ce système, dans un oligopole, on va dire une partie de carte à 3, quoi. Allez, peut-être 4. Et leur implantation. On me souffle. On vous écoute peut-être, messieurs, dames politiques. Mais vous avez raison sur le fond de la chose, mais vous avez cité la grande distribution. La grande distribution, nos citoyens, nos concitoyens, allez cet après-midi à cette heure-ci sur les parkings de la grande distribution de Montpellier ou de Normandie ou d'ailleurs, tout est plein. Hein. Donc je crois que, je le disais tout à l'heure, ça passe par l'éducation de nos enfants, etc. etc. Mais qui sont les clients de la grande distribution ? Les citoyens qui vont sans arrêt vers la grande distribution. Et tout à l'heure, Perrine en parlait, un produit... C'est sûr qu'un produit à la grande distribution, vous savez, vous allez faire vos achats, vous allez partir dans une épicerie de village, vous allez acheter ce dont vous avez besoin. Vous allez dans la grande distribution, vous y allez aller avec le gamin, etc. Je vais prendre ça. Finalement, le budget, vous allez ou chez un producteur, ou chez un épicier ou un petit commerçant de village, j'en ai chez moi, j'en ai plein qui travaillent très bien, et vous allez à la grande distribution, vous dépensez toujours plus. Mais cet attrait de la grande distribution... Je reconnais que c'est vraiment, personnellement, pour moi, c'est un fléau, quoi. C'est un fléau, mais les gens y vont. Voilà. Vous voulez compléter ? Oui, pour compléter, de toute façon, je suis tout à fait d'accord avec le constat, et même ça va plus loin. Si on va dans le constat de l'aide alimentaire aujourd'hui, qui est un véritable scandale, qui favorise la grande distribution, qui favorise la surproduction des industriels, qui permettent de découler en fait dans les dons alimentaires, et la grande distribution qui peut en plus défiscaliser. Et finalement donner des produits de mauvaise qualité à des personnes en situation de précarité. Donc l'idée, c'est vraiment de renverser la bascule, ce système. Donc comment on fait pour le renverser ? Aujourd'hui, c'est des petites expérimentations. Sur le moratoire sur l'expansion des grandes surfaces, par exemple, qui n'a pas été mis en place. Il y a les politiques d'urbanisme qu'on peut faire. À Montpellier, on a arrêté aussi des gros projets d'urbanisme comme le shopping promenade, par exemple. Enfin, voilà, il y a des politiques d'urbanisme qui peuvent permettre d'agir. Après, les projets dont j'ai parlé, qui ne sont pas portés directement par la ville et la métropole, mais par un réseau d'acteurs qu'on soutient, comme la Caisse alimentaire commune, mais qui aujourd'hui est trop microscopique. Mais l'idée, c'est de faire une expérimentation qui permette de prouver que ça peut faire quelque chose. Et après, c'est vrai que lutter contre la publicité qui peut être faite, on peut faire des actions de sensibilisation qu'on fait, mais qui malheureusement, c'est compliqué de... Donc je pense qu'on peut essayer de réduire la publicité aussi, agir là-dessus. Et agir sur la sensibilisation, comme je disais, dans les écoles, pour faire passer d'autres messages et de se dire on peut se nourrir sans que ce soit trop cher, en mangeant différemment, en mangeant moins de viande, par exemple. Donc ça, c'est toujours l'exemple. Merci pour vos réponses. On va peut-être passer de l'autre côté aussi un petit peu, si c'est possible, si ça ne vous dérange pas. Histoire de... Peut-être on peut essayer d'avoir un homme, une femme aussi dans les questions. Ce serait formidable. Ou une femme, un homme. A priori une femme. Bonsoir. Bonsoir madame. Votre prénom, vos communes s'il vous plaît. Ma commune, je m'appelle Corinne, j'habite à Montpellier, j'étais parisienne il y a longtemps. Personne n'est parfait, enchanté. On vous écoute. J'ai entendu dans ce que vous avez dit plein de choses intéressantes. Merci pour cette conférence d'ailleurs. Vous avez parlé de informer les enfants
C'est bien. Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites pour peut-être aller plus loin que les enfants? Parce qu'on parle d'un monde nouveau maintenant, on parle d'agir maintenant. Le président maire de Montpellier a signé, alors je ne sais plus si c'était il y a peut-être 2 ans, le pacte pour la transition, que peut-être plein de gens ne connaissent pas forcément, où il y avait 32 mesures, il en a même nommé une 33e, me semble-t-il. Et l'une d'elles parlait justement de la publicité, donc je rebondis tout juste sur ce que vient de dire Marie, avec le fait d'avoir des publicités potentiellement moins carbonées, enfin qui sollicitent des pratiques moins carbonées et tout ce qui va avec. Ok, votre question, s'il vous plaît. Ma question, où on en est de tout ça? Est-ce que des choses sont mises en place pour aller plus vers des actions plus tout de suite maintenant? Voilà. Désolée pour la question un peu d'impatience. Des actions plus fortes? Plus fortes, oui. Ça, voilà. c'est bien votre question. Merci. C'est pas moi qui le dis. Hein, là, j'avais pas fini de préparer la question, désolée. C'est pour qui la réponse? Je crois que c'est pour vous, Marie. Alors, il y a un nouveau règlement de la publicité qui a été voté l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne me souviens plus, l'année dernière, qui permet de progresser, mais qui n'est pas forcément encore suffisamment. Après, je ne pourrais pas rentrer dans les détails et vous dire, il y a quand même des choses qui ont été faites, il y a des écrans qui ont été enlevés à certains endroits de la ville. On essaye d'aller plus loin, on est en train d'y travailler. Je ne pourrais pas vous dire précisément où on est aujourd'hui, mais c'est un travail qui est en cours. Ouais. On ne vous entend plus, pardon. Là, c'est pour essayer de réduire les panneaux publicitaires, réduire la publicité dans les communes. Enfin, voilà, ça, c'est une action, en tout cas. Je ne sais pas si c'est à ça que vous pensiez ou si c'est autre chose. En tout cas, c'est un élément de réponse. On va poursuivre avec la salle. Le temps est malheureusement compté. Devant, monsieur, peut-être, si c'est possible. Merci beaucoup. Votre prénom, bonjour. Bonsoir, Jean de Montpellier. Enchanté, Jean. Vous avez beaucoup parlé de l'offre, et c'est normal. Je voulais vous poser une question sur la demande. Quand on voit sur le long terme que l'alimentation est passée de 25-30% du budget des ménages après-guerre à 13-14% aujourd'hui, quand on voit en 2022 à plus court terme que l'effet de l'inflation, c'est que le bio a baissé de 8% et les plats ultra préparés ont augmenté de 15%, quand on voit l'explosion chez les jeunes, surtout des phénomènes comme Uber Eats, où on se dit, en tout cas, je vous pose la question, peut-être à vous plus, est-ce que ça ne vous rend pas pessimiste sur le fait que votre mode de production ne va pas rencontrer la demande, quoi? Enfin... Perrine? C'est un vrai problème. Et moi, depuis quelque temps, là, je forme pas mal de paysans, j'aide des jeunes à s'installer, etc. Et tous rencontrent la même problématique, c'est la commercialisation. Donc, c'est comment on fait valoir que ces produits sont bons, etc., etc. Donc, c'est vrai qu'on a un vrai problème de ce point de vue-là. On s'y confronte depuis des années. Ce qui ne me rend pas pessimiste en dépit de ça. Les chiffres sont un tout petit peu différents parce que j'avais fait une conférence il n'y a pas longtemps avec la chaire alimentaire de l'UNESCO qui est ici d'ailleurs à Montpellier. Et il disait donc maintenant le budget des familles c'est à peu près 16%. Ça a un peu changé, surtout avec le Covid. Il y a vraiment eu, pour nous en agriculture de façon incroyable, un avant-après Covid pour toute la société, mais surtout en agriculture. Pour tout vous dire, lors du Covid, les gens se précipitaient dans les fermes, ils venaient chercher nos produits, ils étaient contents de se signer l'autorisation pour sortir et puis ils étaient contents de cuisiner. Le déconfinement est arrivé, tout le monde est parti, y compris les gens qui étaient là avant. Parce que dans le budget familial, c'est quand même vachement plus important maintenant de payer l'abonnement Netflix, le dernier iPhone. Et puis, cette ubérisation, désolé du mot qui devient un nom propre presque, mais elle est là, elle est délétère parce que les gens, notamment en secteur urbain, ne vont plus aller chercher le produit brut, ils vont aller chercher que de la transfo. Ce qui me donne espoir, c'est que partout dans nos territoires, nous on m'en dit beaucoup et manifestement de ce que vous dites aussi, on est en train de recréer des petites unités de transformation pour apporter une réponse aux besoins modernes d'une famille où les deux parents travaillent. Et je pense que c'est en allant à la rencontre de ces besoins-là et en le contentant, mais avec des produits sains, qu'on va pouvoir y arriver. Pour autant, j'en reviens à cette fameuse logistique et à cette commercialisation. À un moment donné, au niveau réglementaire et même au niveau législatif, il faut imposer le fait d'avoir des produits sains et cohérents. Est-ce qu'il faut même en revenir à un système comme Cuba? Vous savez peut-être, Cuba, ils ont cette espèce de panier là, mensuel accordé par l'État. On revient quasiment au ticket de rationnement, mais quelque part, est-ce qu'il n'y a pas une cohérence à dire aux gens, je vais vous imposer les produits, entre guillemets, qui vont vous faire du bien, qui vont être bons pour votre santé, qui vont faire que vous allez manger correctement? Il y a la question démocratique,
derrière, forcément, qui est posée, comme pour la question de l'eau, peut-être une réaction, Marie-Massa. Mais je donne un exemple, je réagis à ça. Au Maroc, alors ils n'ont pas de cantine, enfin dans les écoles privées, ils ont des cantines, mais pas dans les écoles publiques. Les enfants amènent à manger, c'est interdit d'amener des produits ultra transformés. Ils doivent avoir que des produits faits maison. Alors, je pense que ça peut être un peu contraignant aussi pour les familles. Ça doit reposer surtout sur les femmes, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose d'intéressant aussi. Moi, je pense que ça devrait être interdit. Enfin, les produits ultra transformés dans les écoles, ça devrait être interdit. Alors, par contre, on vous entend pas. Je me fais le porte-voix. Vous dites, ce sera toujours le pot de terre contre le pot de fer. Autrement dit, non, attendez, soit on donne le micro. On peut agir quand même. Mais regardez, en France, on a interdit du jour au lendemain les sacs plastiques dans les supermarchés. Oui. C'est passé. Non, mais je suis d'accord avec vous. Je pense que sans changement de la réglementation, il y a un tel déséquilibre entre la puissance de l'industrie agroalimentaire, comme on dit souvent, versus ce modèle de production que vous prenez, que s'il n'y a pas un moment un changement de paradigme, c'est-à-dire de réglementation, on ne va pas redresser la barre, je pense. Il faut que tout soit concomitant, on est d'accord. Tous les efforts doivent être concomitants. Allez, dernier mot, vraiment. Je crois que ce que vous dites est intéressant, mais à un certain moment, même nous, dans nos réglementations au niveau cantine, etc., moi, je vais vous citer un exemple très simple. J'ai un copain qui était cuistot dans un lycée. Il me disait, quand on faisait une omelette, le matin, on était 5 ou 6 autour d'eux, et on cassait les œufs. Et il m'a dit un beau jour, j'ai vu arriver, on m'a dit, c'est terminé, maintenant c'est des œufs en poudre. Quand vous avez compris ça, dans les cantines, aujourd'hui, vous rentrez dans une cantine, il n'y a que le bout du nez qui dépasse. Hein. Je veux dire, les petits, on stérilise tout. Hein. Je veux dire, c'est vraiment la liaison. Je parlais de la liaison froide, etc. Je ne dis pas qu'il faut faire... Pas dans toutes les cantines, ils vont quand même... Non, mais je veux dire... Non, je parle de restaurant, parce que l'exemple que je donne, c'est le restaurant d'un lycée. Attention, pas de cantine bashing. Non, mais je dis pas ça. Mais je crois qu'à un certain moment, il faut revenir à la maison. Le produit, on le prend. Je crois que on donne une image de la société, ce que je vous dis des œufs, et c'est la vérité, et ça peut être vérifié. Mais voilà, c'est pas un bel exemple. Hein. Il valait mieux continuer de casser les œufs que de mettre des œufs en poudre. Vous savez, les œufs en poudre, j'ai jamais vu de poule faire un œuf en poudre. Alors, dans les cantines qui passent en bio, justement, on sait qu'on recasse des œufs, on sait qu'on réépluche des légumes, etc. Donc, il y a quand même une vision qui peut être positive, me semble-t-il. Vous pouvez, malgré tout, les applaudir. Et pas malgré tout, d'ailleurs. Allez, merci bien. Merci à tous les trois, merci à la technique, merci pour ces échanges. Et bien sûr, je n'oubliez pas la restitution graphique. Non, ne vous levez pas, soyez, s'il vous plaît, enfin vous pouvez vous lever, mais s'il vous plaît, ne vous levez pas, pour cette conclusion graphique avec Aya, notre facilitatrice. Alors, transformer un système qui épuise les humains et la Terre. Et bon, voilà, pour cette conférence, moi, ce que j'ai retenu, en fait, c'est d'abord la situation des agriculteurs. Et ce qui m'a vraiment touchée, c'est cette manière dont il a été question de ces agriculteurs et comment, en fait, ils sont eux aussi garants et protecteurs. Finalement, ils protègent et ils nourrissent les hommes et la terre, et ça me paraissait important de remettre au centre, sachant que voilà, la situation elle est escalée, moins 48% d'ici 2030, etc. Enfin voilà, la PAC pour les petits agriculteurs qui fonctionne pas, enfin voilà, tous ces éléments-là. Et finalement, il est question aussi, voilà, de quel respect pour ces personnes qui nous nourrissent. Et comment ça pose la question de notre rapport à l'alimentation, notre rapport plus globalement finalement à ce pouvoir que l'on a de cette petite femme en haut à droite qui dit comme on ne jette plus comme avant les mégots, qu'on fume moins, enfin voilà, ça devrait être une évidence de manger local et de manger des produits de qualité.
Voilà. Et donc c'est une question qui va viser, bien sûr, qui parle de tous les clivages de la grande distribution, VS, les petites épiceries, et voilà, de la question aussi de la relocalisation et de la mission des pouvoirs publics. Donc tout ça est une question aussi finalement politique et à usage aussi bien notre choix et dans notre et chez le consommateur, le bio est-il toujours plus cher? On a comparé une baguette et du pain au levain. Si on ramène au poids, pas forcément. Donc voilà, en fait, le pouvoir est dans notre caddie, mais aussi quand même beaucoup cette question démocratique et ok, faut-il pas à un moment donné imposer ça et ont été évoquées bien sûr aussi les notions de sécurité alimentaire, de solidarité avec la caisse commune alimentaire. Voilà pour le panorama. Merci beaucoup Aya, merci à toutes et tous. Je vous propose une petite pause quand même de 5 minutes, allez, peut-être 10, entre 5 et 10 minutes, le temps d'accueillir les nouveaux intervenants pour cette rencontre tendre vers une alimentation plus végétale, locale, de saison et accessible à toutes et tous qui va se poursuivre. À tout de suite.